La dynamique des fluides, nous allons nous intéresser au régime d'écoulement, à la formule de Poiseuille. Les applications physiologiques sont les écoulements dans les vaisseaux et la mesure indirecte de la pression artérielle. Les écoulements peuvent être soit laminaires, lorsque le débit est bas par rapport à la section du vaisseau. Les lignes de flux sont alors parallèles aux parois du tube. Elles peuvent être transitionnelles, lorsqu'une instabilité se développe aux embranchements, ou enfin l'écoulement peut être turbulent, à haut débit, lorsque les lignes de flux sont désorganisées. Le calcul du nombre de Reynolds va nous permettre de définir le type de flux. Il dépend de la masse volumique du fluide, ρ, de la vitesse d'écoulement, v, du diamètre du tube, grand D, et de la viscosité du fluide nu. Le nombre de Reynolds est égal à ρVD sur nu. Lorsqu'il est inférieur à 2000, le régime est laminaire. Par contre, lorsqu'il dépasse 10 000, le régime est turbulent. Pour les valeurs intermédiaires, le régime est instable et dépend des conditions expérimentales. Concentrons-nous sur l'écoulement laminaire et prenons un élément de fluide cylindrique de rayon R occupant l'axe d'un tuyau rectiligne de rayon grand R constant et de longueur C. L'écoulement est supposé stationnaire, il n'y a pas de modification de vitesse au cours du temps. Les forces qui poussent l'élément cylindrique sont égales aux forces de viscosité du sang qui les freinent. Donc πr2 P1 moins πr2 P2 est égal à moins F. La surface de l'élément cylindrique sur laquelle s'exercent les forces de viscosité a pour valeur, donc la section c'est une surface, égale 2πr L. Selon la définition du coefficient de viscosité, nous retrouvons que F est égal à nu SdV sur dr. Donc dV sur dr est égal à moins pi r au carré, gradient de pression divisé par nu 2πrL. Donc dV est égal à moins R, gradient multiplié par le gradient de pression, divisé par 2 nu L. Si nous intégrons, nous trouvons donc que la vitesse V est égale à moins la variation de pression R au carré, divisé par 4 nu L, plus une constante, puisqu'il s'agit d'une intégration. Nous allons calculer la valeur de cette constante C en considérant que la couche la plus externe, la plus à la périphérie, par exemple du vaisseau, est immobile. Donc la vitesse est égale à 0. De là, nous trouvons que C est égal au rayon du vaisseau maximum, en fait au rayon complet du vaisseau, au carré, multiplié par le gradient de pression, divisé par 4 nu L. Nous utilisons donc une formule de la vitesse qui est égale à moins P1 moins P2, R2 sur 4 nu L, plus P1 moins P2, R max au carré sur 4 nu L. Ce qui nous donne que la vitesse est égale au rayon du vaisseau au carré, moins leur rayon par rapport à l'endroit où l'on se trouve dans le vaisseau au carré, multiplié par le gradient de pression, divisé par 4 nu L. C'est une équation du second degré, et elle correspond, pour ceux qui l'ont reconnu, à une diminution parabolique des vitesses. Si vous voulez calculer la vitesse maximale, puisqu'il s'agit d'une parabole, vous vous placez au milieu, au centre du vaisseau, au centre de la conduite. Le rayon, alors, de l'endroit où vous êtes est nul. De là, la formule devient la vitesse maximum est égale au rayon, au gradient de pression, multiplié par le rayon du vaisseau au carré, divisé par 4 nu L. Le profil des vitesses est donc parabolique. Les lignes de courant au centre du tube auront une vitesse double que la vitesse moyenne de l'écoulement.
Il existe donc une pointe acinétique rapide qui parcourt l'axe du tube. Et par contre, plus vous vous rapprochez des parois des vaisseaux ou du cylindre, plus la vitesse devient faible. En flux laminaire, pour un liquide newtonien, les caractéristiques du flux sont décrites par la loi de Poiseuille. Donc la loi de Poiseuille, c'est le débit est égal au gradient de pression multiplié par pi, multiplié par le rayon du cylindre du vaisseau puissance 4, divisé par 8 fois la viscosité multipliée par la longueur. Et les résistances, c'est égal à 8 nu L sur pi R4. Que signifie la formule de Poiseuille? En écoulement laminaire dans un tuyau cylindrique, le débit est proportionnel à la différence de pression, delta P, inversement proportionnel à la longueur du tube, grand L, et à la viscosité, nu. Le débit est proportionnel à la quatrième puissance du rayon. Ce qui veut dire que si vous multipliez votre rayon par 2, vous multipliez votre débit par 16. D'où l'énorme importance de la vasomotricité qui correspond à la capacité de l'organisme à faire varier les sections de ces vaisseaux. Donc soit une vasoconstriction quand le diamètre du vaisseau diminue, soit une vasodilatation quand au contraire le diamètre du vaisseau va augmenter. Les conséquences de la loi de Poiseuille sont multiples. D'abord, le débit dans un vaisseau dépend donc du gradient de pression aux extrémités du vaisseau, du rayon et de la longueur du vaisseau, et de la viscosité sanguine. La résistance d'un vaisseau, le débit par gradient de pression donc, sera fortement modifiée par les variations de débit du vaisseau. Ainsi, une vasoconstriction ou une vasodilatation modérée régulera fortement le débit du sang arrivant à un organe. De même, si vous augmentez l'hématocrite, c'est-à-dire la concentration de globules rouges à l'intérieur de votre sang, le sang deviendra plus visqueux et donc il y aura une réduction de son débit. Si nous prenons V, la vitesse moyenne de l'écoulement, le débit étant égal à S multiplié par V, donc est égal à pi R à la puissance de V. Si nous remplaçons D, le débit, par la formule de Poiseuille, nous trouvons, en réaménageant l'équation, V est égal, donc la vitesse est égale à delta P R2 sur 8 nu L. Donc la vitesse dépend de la différence de pression, du rayon du vaisseau au carré, de la viscosité de la longueur. En prenant Vmax, on constate que la vitesse moyenne de l'écoulement est la moitié de la vitesse au centre du vaisseau. Donc la vitesse moyenne est égale à Vmax sur 2. La formule de Poiseuille peut être généralisée en considérant non plus le gradient de pression, mais la perte de charge. Dans ce cas, la formule devient, le débit est égal à delta E pi R4 sur 8 nu L. Comme en électricité, on peut définir une loi hydrodynamique qui est l'analogue de la loi d'Ohm. V égale RI, la tension est une différence de charge pour l'électricité de potentiel, l'intensité c'est le débit électrique, donc delta E est égal à 8 nu divisé par pi R4 multiplié par la longueur multiplié par le débit. On peut donc définir une résistance à l'écoulement en régime laminaire. La résistance mécanique est égale à 8 nu divisé par pi R4, tout multiplié par la longueur. Donc la résistance va être d'autant plus importante que la viscosité est importante et que la longueur du vaisseau ou de la conduite est importante, mais diminuera rapidement avec la puissance quatrième du rayon. Comme en électricité, la résistance est différente selon que le circuit est monté en série ou en parallèle. Schéma de gauche, la résistance mécanique d'un ensemble des conduites en série est la somme des résistances mécaniques. La résistance mécanique c'est R1 plus R2, R3 plus R3. Schéma de droite,
vous montez vos conduites en parallèle, ou les vaisseaux sont montés en parallèle, l'inverse de la résistance mécanique est égale à la somme des inverses des résistances des différentes zones d'écoulement. De même, par équivalent à la loi d'Ohm, la puissance ici est donc égale à R d au carré. Pour les fluides non newtoniens, le profil des vitesses n'est plus parabolique mais présente un aplatissement. Les couches de liquide situées au centre de l'écoulement restent les plus rapides. En théorie, la loi de Poiseuille ne s'applique plus. Cependant, on définit la viscosité apparente, nu app, qu'on va noter, qui correspond à la viscosité qu'aurait un fluide newtonien qui induirait le même débit D pour le même gradient de pression. Le débit est égal à P pi R4 sur 8 nu apparente L. Si le régime devient turbulent, le profil des vitesses n'est plus parabolique mais présente un aplatissement d'autant plus que le nombre de Reynolds est élevé. La perte de charge n'est pas proportionnelle au débit, la loi d'Ohm n'est plus applicable et on ne peut pas définir de résistance mécanique. Le régime turbulent dépense plus d'énergie que le régime laminaire puisque les tourbillons vont imposer au fluide des trajectoires plus longues et des frottements supplémentaires. Enfin, le régime turbulent est bruyant. Les tourbillons génèrent des vibrations audibles, ce qui sera une propriété capitale lorsque nous allons ausculter les vaisseaux. En conditions de repos, la vitesse moyenne dans l'aorte est de l'ordre de 25 à 30 cm par seconde. La vitesse critique est de 48 cm par seconde. Le régime est donc laminaire dans ce vaisseau. Il est a fortiori dans les autres vaisseaux où la vitesse est plus faible et le rayon plus faible. L'auscultation de ces vaisseaux est donc silencieuse. À l'exercice, le débit cardiaque et donc la vitesse du sang augmentent. Le régime d'écoulement peut devenir turbulent dans les gros vaisseaux. Des souffles systoliques peuvent s'entendre, notamment chez les enfants. Lorsqu'il y a anémie ou hémodilution, la viscosité du sang va diminuer, donc la vitesse critique. Le cœur va augmenter son débit pour assurer l'oxygénation des tissus et il peut apparaître des turbulences induisant des souffles systoliques au niveau du cœur et des gros vaisseaux. En cas de communication permanente inopportune entre un système artériel systémique à haute pression et un système à basse pression, une pression veineuse ou une pression artérielle pulmonaire, des turbulences apparaissent, provoquant un souffle continu qui va avoir un renforcement systolique. C'est ce qu'on retrouve dans les fistules artério-veineuses qui peuvent être soit naturelles, pathologiques, soit de construction chirurgicale, notamment pour la dialyse. Les anévrismes artério-veineux ou en cas de persistance du canal artériel. Une sténose vasculaire augmentera la vitesse du sang à son niveau. La valeur critique du nombre de Reynolds autour de 2400 pour le régime laminaire est valable pour un tuyau cylindrique de grande longueur, mais elle peut baisser à 800 si on est au niveau d'un rétrécissement. Donc les turbulences naîtront plus donc facilement au niveau des sténoses, avec une perception des souffles systoliques à l'auscultation ou à la palpation. Nous pouvons utiliser ces propriétés pour mesurer au cabinet médical la pression artérielle. Je vous rappelle qu'elle se fait sur un sujet couché. Il est mieux qu'il y ait une dizaine de minutes de repos. La pression varie de façon périodique selon un cycle cardiaque. Elle va passer par des maximums, c'est la pression systolique, et par des minimums, la pression diastolique. La pression moyenne est la pression qu'il faudra appliquer en continu pour assurer un débit identique. Nous pouvons le calculer avec la formule suivante. La pression moyenne, c'est égal à la pression diastolique plus un tiers de la pression différentielle. La pression différentielle étant le gradient entre pression artérielle systolique et diastolique. La mesure indirecte de la pression artérielle donc, se fait grâce à un brassard adapté à la taille du patient qui comprime le bras à différentes pressions par un sac élastique gonflable dont on mesure la pression interne. En dessous, on prendra notre stéthoscope que l'on placera au niveau de l'artère radiale. Donc, nous augmentons la pression au niveau du manomètre et puis nous allons baisser petit à petit la pression qui comprime le bras. Tant que la pression est supérieure à la pression artérielle systolique, l'artère est écrasée en permanence, il n'y a pas de flux sanguin, donc pas de bruit.
En dégonflant le brassard, la pression va devenir juste inférieure à la pression artérielle systolique. Donc l'artère va se refermer de manière incomplète et un bref moment durant la systole, il y aura un jet de sang turbulent qui va donner le premier bruit de Korotkov. Lorsque vous entendez ce premier bruit, cela correspond à la pression artérielle systolique. La pression du sac va diminuer progressivement, le bruit augmenter d'intensité et quand vous serez au maximum d'intensité, vous serez au niveau de la pression artérielle moyenne. En continuant à diminuer la pression, le bruit va diminuer. Quand il va disparaître, vous serez au niveau de la pression artérielle diastolique.